Messieurs, mesdames, 1, 2, 3, mon école. Une école bilingue Montessori. Des ateliers pour les parents. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 3, mon école. Des écoles maternelles bilingues à pédagogie Montessori à partir de 2 ans vous invitent à des conférences pour les grands. Ces conférences sont en accès libre pour tous. Pour y participer et vous y inscrire, envoyez-nous un email à contact@123monecole.com ou allez sur notre page Facebook. Retrouvez également notre programme et tous nos podcasts sur notre site 123monecole.com. Marie-Fanny Faure-Nazari, qui est directrice de la vie scolaire à 1, 2, 3 mon école. Donc Marie-Fanny, pour la présenter, elle se forme initialement à la Sorbonne en médiation et ingénierie culturelle. Ses diplômes en poche, elle part vivre en Italie et intègre un théâtre contemporain à Parme aux manettes de la production. Retour en France où elle jette son dévolu sur les métiers de la culture, 10 belles années au service des artistes, des œuvres et surtout des publics qu'elle réunit autour des projets qu'elle porte. Puis arrive une rencontre déterminante avec Gaulie Harrier, la fondatrice d'1, 2, 3 mon école, qui est là, juste derrière. Oui, Gaulie, on t'a vu. Voilà. Qui lui ouvre une voie nouvelle, une magnifique opportunité d'allier les compétences acquises à une cause à laquelle elle croit, les enfants. Et nous recevons également Laura Bignotti, donc éducatrice francophone pour les enfants de 3 à 6 ans à 1, 2, 3 mon école, et également binôme de Liliana, puisque toutes les deux, vous êtes dans leur classe ce soir. Elles vous reçoivent dans leur classe, dans leur ambiance, ici. Donc Laura, une nomade, qui poursuit des études de langue, littérature et civilisation étrangère à Sydney puis à Londres. L'idée d'exercer une profession auprès des enfants s'est assez vite imposée, nous dit-elle. Et c'est comme ça qu'elle va faire une première formation dans la petite enfance. Et ensuite, elle va travailler dans une crèche bilingue Montessori à Londres, où là, elle va découvrir la pédagogie de Maria Montessori. Et de nouveau, coup de foudre, n'est-ce pas Laura ? Et pour compléter cette première formation, elle va se perfectionner à l'Institut du MCI, donc le Centre Montessori International de Londres, dont on parlera par la suite dans la conférence. Et puis, elle intègre 1, 2, 3 mon école en 2017. Donc voilà, une belle brochette d'invités. Et donc, notre première question à destination de Marie-Fanny, es-tu prête ? Oui, elle est prête. Alors justement, Maria Montessori, une des premières femmes médecins, une philosophe, la créatrice d'une pédagogie, d'une méthode. C'était quoi son projet à Maria ? Merci Léa. Alors mon cœur balance parce que monsieur me disait que Maria Montessori était une énigme et en même temps on parle de coup de foudre. Et en fait, Maria Montessori, c'était pas une romantique. C'était pas, voilà, elle n'avait pas une vision édulcorée des enfants et de la jeunesse et de l'éducation. C'était une scientifique, c'était une chercheuse rigoureuse. Et en fait, elle a un parcours très, très inspirant et assez unique. On n'a pas du tout le temps de vous parler de la vie de cette femme dans son entièreté parce qu'il s'est passé énormément de choses. J'ai essayé de réunir des points marquants de son histoire à cette femme. En tout cas, il faut savoir, pour avoir des repères, parce qu'on a besoin de repères, qu'elle est née en 1870. Il faut savoir également que c'est une femme qui a très tôt su ce qu'elle souhaitait faire, à savoir devenir médecin, sauf que à la fin du 19e siècle, au début du 20e, devenir médecin, c'était quelque chose qui n'était pas envisageable pour une jeune fille de bonne famille. Donc elle s'est battue très tôt pour pouvoir entrer en fac de médecine. Elle a demandé une audience au pape qui lui écrive une lettre pour pouvoir entrer et faire des études de médecine, ce qu'elle a obtenu. Donc elle se forme auprès d'un public exclusivement masculin, donc ça demande déjà une certaine détermination. Elle est seule et en fait très tôt elle vit des expériences, donc elle se forme, elle devient une des premières femmes médecins d'Europe. Donc ça c'est déjà une certaine prouesse. Et puis elle se spécialise en psychiatrie, cette femme. La psychologie humaine l'intéresse et la passionne. Et en fait, elle mène 2 expériences assez fondatrices. La première dans une clinique psychiatrique à Rome, et quelques années plus tard, elle mène une 2e expérience
aussi fondatrice dans un quartier défavorisé. Et en fait, elle se rend compte très tôt que le traitement des enfants qui ont des fragilités ou soit des déficiences mentales ou des carences sociales très fortes, ces enfants sont totalement laissés pour compte, ils n'ont quasiment pas de droits, ils n'ont pas de dignité qui leur est donnée, et donc elle veut agir en ce sens, et donc de par les expériences qu'elle traverse, on lui confie la gestion de ses enfants, premièrement dans une clinique psychiatrique dans un premier temps, et un peu plus tard la gestion d'enfants des rues dans le quartier de San Lorenzo, qui est une périphérie de Rome. Ces deux expériences-là l'obligent, en fait, elle qui n'est pas du tout éducatrice, qui n'est pas du tout maîtresse d'école ou pédagogue, ça l'oblige à aller fouiller un peu dans l'histoire de l'éducation et aller chercher notamment du côté de 2 Français. Le premier qui s'appelle Jean Itard, qui a été assez connu parce que en fait c'est lui qui a pris sous son aile le jeune Victor de l'Aveyron et qui a cherché à sociabiliser cet enfant sauvage, et qui était médecin et pédagogue, et un élève de Itard ensuite qui s'appelle Édouard Seguin et qui va beaucoup l'inspirer. Lui aussi il est médecin, il est également pédagogue, et il va beaucoup travailler ce Seguin avec des enfants autistes, des enfants avec des maladies mentales. Il va notamment faire sa carrière aux États-Unis. Et pourquoi je prends un tout petit peu de temps pour vous parler de ces 2 personnes, parce que c'est vraiment eux qui vont donner une impulsion et une inspiration de départ pour Maria Montessori, qui va être très important par la suite. Pourquoi ? Parce que Seguin notamment, il a développé un matériel sensoriel pour aider les enfants déficients à pouvoir malgré tout pouvoir avoir accès à de la connaissance, pouvoir se former, pouvoir apprendre des choses. Et donc ce matériel-là, elle va l'étudier, elle va s'en inspirer profondément, et très humblement surtout, et elle va en fait le faire reproduire en Italie pour le mettre à disposition et de ces petits idiots, c'est une citation bien évidemment, et par ailleurs un peu plus tard auprès de ces enfants défavorisés. Elle va coupler à cela la fabrication de chaises et de tables juste adaptées à la taille des enfants. C'est un détail, mais un détail important. Et ensuite, à peu de choses près, elle va rentrer dans un process que moi j'appellerais peut-être de la recherche-action. C'est comme ça qu'on nomme ça aujourd'hui dans le milieu peut-être scientifique, où on va observer une situation réelle et voir ce qu'il en ressort. Et donc ces enfants, à peu de choses près, elle les laisse au début interagir avec des jouets, mais très vite avec ce matériel sensoriel. Et elle se rend compte que des choses fulgurantes, dans un temps fulgurant, se passent. À savoir que ces enfants commencent à polariser leur attention, c'est le mot qu'elle utilise, à savoir ils se concentrent. Le fait que ces enfants aient leurs mains occupées, cela occupe leur esprit, cela façonne leur concentration. Et cela, en fait, permet de les structurer, de surtout les faire rentrer dans des apprentissages pour lesquels on avait complètement exclu, ne serait-ce que l'idée que les enfants puissent accéder à ces compétences et à ces apprentissages. Ce qui est assez rigolo dans l'anecdote, c'est que, par exemple, elle confie les enfants de San Lorenzo à 2 femmes quasi analphabètes, pour surtout pas qu'elles viennent interférer dans le protocole, qu'on laisse vraiment les enfants faire plein de choses par eux-mêmes. Et en fait, ces enfants qui étaient des enfants des rues, qui étaient des enfants sales, qui étaient des enfants seuls, qui étaient des enfants qui n'avaient aucun code de comportement, de sociabilisation, etc., deviennent des enfants qui déjà, elles parlent de leur joie de vivre, elles parlent de leur vitalité physique, elles parlent de leur capacité à pouvoir se concentrer. Et tout cela se passe très rapidement dans sa carrière, parce qu'on est à peu près aux alentours des années 1910, quand elle donne son premier cours international autour de cette pédagogie scientifique, parce qu'on est à la croisée de 2 choses. Et en fait, c'est le début. C'est le début d'un protocole d'apprentissage qui va être l'œuvre de sa vie, clairement. Et puis surtout, ce qui est le grand point de départ de son grand but, qui était celui de développer le potentiel humain, c'est vraiment ça le mot qu'elle emploie,
c'est de se dire, mais alors si mes petits idiots, ils passent le diplôme de fin d'études élémentaires et qu'ils le passent et l'obtiennent, et si mes petits enfants des rues mal considérés, eux aussi, ils arrivent à retrouver goût dans l'apprentissage, des compétences cognitives, des compétences, des habilités relationnelles et sociales, mais alors tous les autres enfants, ils en sont où? Et qu'est-ce qu'on fait d'eux? Voilà. Donc elle va toute sa vie chercher à démocratiser ce levier d'apprentissage par l'expérience, par le sensoriel, le tactile. Elle va être aux manettes elle-même en personne vraiment de cette transmission, donc avec des cours qui connaissent une grande popularité. C'est vraiment une femme qui a un grand succès. Elle va être aussi mise à l'honneur plus tristement par Mussolini, qui était instituteur, et qui va vouloir instrumentaliser cette femme qui rentre dans toutes les écoles et qui et qui parvient à faire quelque chose de formidable auprès des enfants. Et bien évidemment, elle comprend assez rapidement que le destin de cet homme n'est pas du tout le même que le sien. Et elle va s'exiler. D'abord en Espagne, mais mauvaise pioche, il y a Franco qui arrive, donc elle va repartir là encore. Elle va ensuite être assez globe-trotteuse. Et sa vraie terre d'accueil, en fait, ça va être la Hollande, qui va vraiment accueillir et aider Maria à développer. Je parle comme si c'était mon amie, Maria. Mais c'est mon amie parce que voilà, elle est assez formidable, cette femme. Je vais conclure pour dire qu'en fait tout le reste de sa vie, elle aura évidemment développé tout le matériel. Elle l'aura développé avec son fils, qu'elle aura eu de manière illégitime. Donc ça a été une des grandes ruptures, difficultés dans sa vie. Fille-mère à cette époque-là, ce n'est pas possible socialement parlant. Donc elle est aussi rattrapée par les réalités de son époque. Et parmi les grandes contradictions de sa vie, parce que c'est aussi une femme, avant d'être cette personnalité, figure illustre, elle ne va pas s'occuper de l'éducation de son enfant. Elle va le laisser à la campagne, elle va le laisser auprès de sa mère, il me semble. Voilà, ça fait partie des grandes ruptures, et en même temps, elle va le retrouver au début de son adolescence, à lui, et puis ensuite, il ne va pas la quitter. Il s'appelait Mario Montesano, je crois. Voilà. Et cette femme, elle a compris que dans la nature humaine, il y avait des programmes et que l'enfant, à l'intérieur de lui, il avait des lois naturelles qui le poussaient à faire et à expérimenter ce qui était bon pour lui et pour son apprentissage. Et c'est ça qu'elle a essayé de servir. Elle a été au service de ça toute sa vie, cette femme. Un nombre incalculable de biographies, d'articles, de choses en écoute sont disponibles sur elle. Donc continuez à vous renseigner. Mais en tout cas, sa vie, c'est une œuvre colossale. Et je pense qu'en 2020, c'est encore grandement d'actualité tout ce que cette femme a réalisé tout au long de sa vie. Voilà ce que je peux vous dire un peu en introduction du travail de cette femme. Et c'est très lacunaire. On pourrait rajouter plein d'autres choses. Voilà, Léa. C'était pas mal déjà. Quand même. Alors, une question un peu pragmatique. Comment les éducatrices, donc les maîtresses, elles sont formées à cette pédagogie Montessori, et notamment à 1, 2, 3 à mon école? Alors, elles ont lu l'intégralité de l'œuvre de Maria Montessori. Non, c'est pas vrai. Mais en tout cas, elles se sont évidemment documentées. Alors, il faut savoir qu'on a... en France, un centre de formation qui s'appelle l'ISMM, qui est l'Institut supérieur Maria Montessori. Voilà, donc on a une petite majorité des éducatrices qui sont formées dans ce centre-là. Voilà, on a 2 typologies de formation, des formations longues pour devenir éducatrice. C'est sur à peu près 1 année. On rentre avec un master 1 ou un master 2. On a grosso modo 600 heures de formation et 250 heures de pratique dans un établissement. On a une formation un peu plus courte, qui est une formation d'assistante éducateur. On est sur une 60aine d'heures de formation et sur environ 2 semaines d'observation et de pratique en école. Sinon, on a il y a un autre centre de formation qui est pas mal représenté à l'école, qui s'appelle le MCI, on en a parlé tout à l'heure, donc le Montessori Center International. Le MCI, c'est un centre de formation qui a plus de 60 ans. Ils collaborent étroitement avec le gouvernement anglais, ils ont pignon sur rue. Et en fait, on a pareil des formations plutôt 0,7, donc c'est bien. À l'ISMM, on est plutôt soit 0,3, soit 3,6, soit 6,12. Le MCI a une formation initiale d'éducatrice 0,6, donc c'est intéressant. C'est vraiment les 6 premières années de la vie qui sont balayées et il se passe beaucoup de choses là.
Des formations sur 2 ans, environ 400 heures de stage au sein d'une école, donc c'est très complet également. Et on a 2 autres éducatrices qui sont formées aux États-Unis dans des écoles qui font partie de l'American Montessori Society, qui est un peu la structure étatique qui certifie les centres de formation. Donc voilà d'où viennent nos éducatrices à 1, 2, 3 mon école. Donc évidemment la formation initiale c'est très important, mais pas que. Donc d'aucunes ont une formation d'éducatrice de jeunes enfants, d'autres des formations dans la petite enfance en France ou dans leur pays d'origine. Voilà, donc on combine des formations. On a d'autres éducatrices qui sont en cours de formation. Donc voilà, on a cette diversité de profils. Merci pour cette réponse très claire. Alors, ici, on accueille les enfants à partir de 2 ans, donc un âge où les enfants ont très envie de faire seuls, mais ne savent pas bien justement comment faire. Dans la pédagogie Montessori, on parle beaucoup d'autonomie, mais concrètement, comment vous les accompagnez à développer cette compétence? Comment on les accompagne? Ça, c'est le travail, vraiment le travail de tous les jours. On leur fait confiance et on les laisse faire. Donc, en réalité, ce n'est pas nous, c'est eux qui seront autonomes parce qu'ils ont envie, parce qu'ils répètent, mettre les chaussures, enlever le manteau, s'habiller, se déshabiller. On leur donne l'occasion et c'est eux qui sont acteurs en réalité. Autonomie aussi, tout est dans l'ambiance. Tout est à leur échelle, tout est fait pour que l'enfant se sente bien. Au début, on leur montre, on les accompagne, on leur montre où sont les choses, comment faire, il y a des règles à suivre. Montessori a beaucoup de règles, sinon on ne peut pas être autonome. C'est là où, si on suit les règles, on est libre. Donc, l'autonomie, c'est vraiment le travail de longue haleine. Au Montessori, on travaille sur autonomie au travail et autonomie à apprendre les choses pour lesquelles ils sont prêts. Voilà ce qui est l'autonomie pour moi. Alors, moi, ce que je pense aussi de l'autonomie, c'est, donc, en effet, elle commence dès le début de la journée. Donc ça veut dire qu'on va mettre ses chaussons le matin, on va déposer son manteau, on va rentrer dans la classe, on va faire un cercle, et puis ensuite les enfants vont décider par quelle activité ils veulent commencer le matin. Donc déjà là, pour l'autonomie, il y a le choix de se dire je veux commencer par telle ou telle activité. Ensuite, il y a aussi pendant le temps du repas, donc de se servir, de débarrasser son plat, de plier sa serviette. En fait, tout au long de la journée, il y a l'autonomie qui va s'installer comme ça petit à petit. Et puis, on a aussi toutes les activités qui nous aident à donc avoir cette indépendance, particulièrement les activités de vie pratique, où les enfants vont pouvoir développer donc des facultés telles que prendre soin d'eux. Donc, ça va être par exemple une petite brosse, se coiffer devant le miroir, pouvoir cirer ses chaussures aussi, donc pas mal de choses. Et puis également sur prendre soin de l'environnement. Donc ça va être également de pouvoir nettoyer la classe, passer un peu la poussière. Donc voilà, plein de choses qui vont les rendre autonomes au mieux. Voilà. En tout cas, elle disait autonomie et discipline sont les 2 faces d'une même pièce. Voilà. Donc plus l'enfant va faire par lui-même, plus il va apprendre qu'on ne fait pas si on veut, quand on veut, où on veut. Et voilà, c'est des choses qui fonctionnent en binôme. Merci. Et une question, donc c'est les questions des parents, hein, donc je transmets. Je décline toute responsabilité. Pourriez-vous donner un exemple d'une activité Montessori et la compétence qui en découle pour l'enfant? Si on parle d'autonomie déjà, cadre d'habillage, ça c'est vraiment quelque chose d'important pour l'enfant. Comment je vais boutonner mon manteau, comment je vais m'habiller, déshabiller.
La compétence, on travaille sur la précision, concentration. Il y a tout un travail, coordination humain, mais il y a aussi le travail sur l'autonomie. Donc ça, c'est un bel exemple, mais chaque matériel a ses spécificités et chaque matériel nous mène vers un apprentissage scolaire, entre guillemets. Alors, il y a une activité que j'apprécie particulièrement, et pas que moi d'ailleurs, les enfants beaucoup aussi, une activité qui concerne l'environnement des animaux. Donc, est-ce que les animaux vivent dans l'eau, sur la terre ou dans le ciel la plupart du temps? Et donc, dans cette activité-là, alors je vous explique un petit peu. Alors, en fait, il y a 3 petits pots en verre, et on va aller dans le jardin pour placer dans le premier pot de la terre. Donc l'adulte est avec l'enfant et donc l'adulte va aider l'enfant à faire ceci. Ensuite, dans le deuxième pot, on va aller chercher de l'eau au robinet. Et troisième pot, on va rien mettre puisque c'est le pot pour l'air qui ne se voit pas. Mais donc bien sûr, on va expliquer à l'enfant que si on souffle, si on fait des mouvements avec les mains, il va pouvoir sentir l'air. Et donc, une fois qu'on a fait cela, on va sortir des petites figurines d'animaux. Donc des animaux qui ont les différents environnements. Et alors là où c'est intéressant au niveau des compétences, c'est que sur les animaux, dessous chaque animal, il y a une petite gommette. Et il y a la même gommette sur les petits pots. Donc par exemple, une petite gommette marron sur le pot de la terre et une petite gommette marron dessous les animaux qui vivent sur la terre. Et donc quand l'enfant aura fini de faire l'activité, de classer dans quelle catégorie il pense les animaux, dans quel environnement ils sont, va pouvoir retourner les animaux et regarder la petite gommette. Ah, je me suis trompée ou je ne me suis pas trompée, je l'ai mis au bon endroit. D'accord, le lion, c'est marron, je l'ai mis au bon endroit, il vit en effet sur la terre. Et donc ça s'appelle le contrôle de l'erreur. Et c'est très important donc dans les classes Montessori, c'est que l'enfant peut lui-même se contrôler, s'auto-corriger. Et donc, ça lui donne aussi une certaine autonomie de pouvoir faire tout seul sans que donc, ses éducatrices soient à côté. Il va pouvoir s'auto-corriger. Donc ça, c'est quelque chose qu'on retrouve dans beaucoup d'activités. Et donc, ce que l'on retrouve aussi d'autre pour les compétences, c'est donc que l'enfant va pouvoir commencer à classifier. Donc, on a l'eau, la terre et puis l'air. Les autres compétences, apprendre un peu plus sur les différentes espèces. Donc il va y avoir aussi un dialogue qui s'instaure entre l'enfant et l'éducatrice. Ça peut être aussi quel est ton animal préféré, et puis ajouter une petite note un peu personnalisée sur un animal. Là, tu sais, moi j'ai appris que l'autre jour que les cochons, ce sont des animaux très intelligents qui savent se repérer dans un labyrinthe, par exemple. Et puis, voilà, au-delà de ça, on va pouvoir parler de leur environnement un peu plus précisément, de est-ce qu'eux, ils aiment bien l'eau ou pas. En fait, de cette activité, finalement, peut découler énormément de choses à apprendre et différentes compétences et apprentissages. La pédagogie Montessori propose une certaine liberté, on l'a compris, dans le choix des apprentissages. Mais comment faire avancer chaque enfant sur des nouvelles activités afin qu'il acquiert de nouvelles compétences au-delà de ses préférences? Non, mais ça c'est vrai que c'est très difficile. On ne peut pas dire que c'est le combat, mais on cherche vraiment pour chaque enfant le moyen d'arriver à ce qui est proposé dans la classe, d'arriver à finir le cycle d'apprentissage. Tout est bon pour arriver, mais on tente, on leur propose, on ne sait pas quand ils sont prêts. De toute façon, un enfant qui est prêt à apprendre les lettres, il va les apprendre. S'il n'est pas prêt, on peut tenter, mais on va s'arrêter très rapidement. Souvent, on utilise les tactiques qui ne sont peut-être pas tout à fait Montessori. Si un enfant il aime les animaux, on va passer un peu d'apprentissage de lecture, des lettres, par ce biais.
C'est Montessori, oui et non. C'est vrai qu'on a quand même la chance d'avoir la liberté d'agir, la liberté de proposer les choses quand ils ont 3 ans, 4 ans, 5 ans, 6 ans. Ce n'est pas important quand il va l'apprendre, l'important c'est qu'il est prêt et que ça reste quelque chose d'agréable. C'est vrai que, comme tu dis, je pense que la particularité aussi de notre école, c'est que nous sommes une école Montessori et tout à la fois, nous sommes capables de créer d'autres activités pour les enfants qui prennent en compte aussi les formations que nous avons pu avoir sur les neurosciences ou comment voilà, nous nous informons. Et donc, par exemple, pour vous donner une idée, donc je pense qu'en effet, la créativité des éducatrices, elle est mise à l'épreuve en effet, pour les nouvelles compétences. C'est là, pour vous donner un exemple, en fait, j'avais un enfant dans ma classe qui a été intéressé pendant très longtemps uniquement sur la découverte du monde, et aussi sur l'espace, les fusées. Et c'était assez compliqué de faire autre chose à ce moment-là. Et donc, on voulait quand même faire un petit peu de mathématiques, quand même, essayer d'avancer. Et donc, il a fallu en quelque sorte ruser, si je puis dire. Et donc, une idée m'est venue, c'est que j'ai recherché sur l'ordinateur des petites fusées à imprimer sur papier, 10 petites fusées, voilà. Et vraiment, alors ça, on n'a pas été déçus. Et donc là, voilà, en utilisant le thème des fusées, l'enfant est venu beaucoup plus facilement et a regardé en fait la présentation que je lui ai faite, a accepté déjà à ce que je lui explique. Voilà, regarde, on va compter les fusées ensemble, et 1, et 2, et 3 fusées. Et voilà, et finalement, on y arrivait comme ça pour les mathématiques, en trouvant une autre alternative qu'au matériel que l'on peut avoir de base dans les écoles Montessori. Donc c'est vrai que voilà, je pense que voilà, il y a besoin d'exprimer finalement notre créativité en fonction de ce que l'on voit de chaque enfant. Et donc voilà, je trouvais que c'est un exemple qui illustrait assez bien. Et ça illustre aussi combien l'enfant reste là aussi le point de départ pédagogique. Donc c'est tout à fait cohérent. C'est l'art de l'éducateur de trouver par quel moyen il va réussir à intéresser l'enfant et à le faire rentrer dans les apprentissages, absolument. Et on comprend du coup que les éducatrices à 1, 2, 3 Mon École, elles se sentent la liberté du coup d'être créatives et d'inventer des choses pour les enfants. Un point je pense, qui est très important. Est-ce qu'il y a des règles dans la pédagogie Montessori ? Est-ce qu'on a une image un peu comme ça, quand on ne connaît pas trop d'une pédagogie, du coup un peu, on dit le mot, un peu laxiste, mais est-ce que c'est le cas ? Il y a beaucoup de règles dans la pédagogie Montessori. Déjà, les règles, c'est le respect. Nous, on respecte les enfants, eux, ils respectent le matériel, ils se respectent entre eux. Donc, c'est comme une famille, pour vivre en communauté, on doit respecter des règles. Les règles, il y a vraiment beaucoup. On avait même fait un petit cahier avec des règles de la classe. La règle, c'est de parler avec une petite voix, de marcher dans la classe, de ranger son matériel, parce que si on ne le range pas, il n'y a aucun enfant qui peut le reprendre. Donc c'est plutôt la liberté est régie par les règles. Alors oui, en effet, il y a des règles dans les classes montessoriennes. Des règles, en effet, parce que on appelle ça, dans la pédagogie Montessori, des règles, mais avec des limites. Donc, en fait, il faut s'imaginer que la classe Montessori, c'est une petite société. En fait, voilà, comme nous en société. Donc, dans notre société, bien sûr, on a des droits et des devoirs. Et on doit faire cela parce que il faut que ça se passe bien avec tout le monde.
Voilà, on veut faire pour que les enfants passent au mieux une bonne journée et pour que la journée se passe bien, il faut des règles. Donc, en effet, ce que tu disais, Liliana, c'est que, par exemple, dans notre classe, on a mis au point un petit livret avec des photos des enfants, avec les règles qu'il faut qu'ils suivent à l'école. Donc, par exemple, on accroche son manteau quand on arrive, ensuite on met ses chaussons, etc., etc. Et surtout, on a voulu essayer de garder un esprit très positif, en évitant d'utiliser des négations comme on ne court pas dans la classe, on marche, on dit plutôt à la place. Voilà, ce qui donne à l'enfant l'indication de ce qu'il faut faire, parce que parfois c'est pas si évident que ça de savoir qu'on ne peut pas faire quelque chose, mais qu'est-ce qu'il faut que je fasse à la place? Voilà, je pense qu'on a tous peut-être vécu l'expérience de la copie avec une mauvaise note où on nous mettait c'est pas ça, c'est faux. Et on s'est dit, d'accord, mais qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Voilà, donc il y a des règles pour que ça se passe bien tous ensemble à l'école. Et puis, on parle de ces règles avec les enfants. Par exemple, oui, on explique pourquoi est-ce qu'il faut qu'on marche dans la classe, pourquoi est-ce qu'il faut ranger ses chaussures. Voilà, il faut ranger dans la classe pour que notre ambiance, notre classe reste propre, parce que c'est nous qui en prenons soin. On va mettre ses chaussons à tel endroit parce que le soir, quand le monsieur va venir passer l'aspirateur, il a besoin d'accéder à dessous là où nous mettons nos chaussons pour enlever la poussière. Donc on essaie de donner un sens à ces règles-là et leur faire comprendre que c'est pas du tout pour les embêter, c'est au contraire, on les a appelées les règles du bien vivre ensemble. Voilà, pour que ça leur parle un peu plus. Voilà. Et une question sur l'anglais, puisqu'ici c'est une école bilingue anglais-français. Liliana donc, est éducatrice anglophone. Comment se passe la transmission de l'anglais dans le quotidien et dans les apprentissages à 1, 2, 3 mon école? Ça, c'est quelque chose, c'est une question qui me tient à cœur parce que je fais ça depuis des années. Donc, moi, c'est la première fois que je parle français à l'école. Quand j'arrive, je ne parle plus français. Et avec les enfants, ça se passe très bien. Au début, ça peut être un peu déstabilisant pour les franco-français. Pour les autres, un peu moins. Pour les enfants qui parlent bien, qui s'expriment très bien, qui ont un vocabulaire riche, c'est un peu déroutant au début. Mais heureusement, j'ai ma binôme qui traduit, parce que souvent je lui pose la question, je lui explique, mais qu'est-ce que tu penses? Donc je répète ce que je viens de dire à l'enfant. Laura, elle leur répète ça en français. Et petit à petit, on n'a plus besoin de faire ça. Ça s'installe tout naturellement. Il me répond souvent en français, mais ça ne les dérange plus du tout. Ils comprennent. Je pense que là, on est déjà arrivé aux périodes où ils ont quand même une bonne compréhension, voilà, d'anglais. Quand c'est très très difficile, pareil, j'essaie de faire les activités qu'ils aiment beaucoup. Par exemple, pendant très longtemps, c'était que moi qui préparais le pain dans la classe. Donc celui qui veut faire le pain, il faut qu'il soit avec moi, il faut qu'il écoute et il faut qu'il me parle. Et ça se passe très très bien. Il y a des années où j'ai beaucoup plus d'anglophones, où c'est beaucoup plus facile à arriver à un résultat final, mais les enfants ils se posent beaucoup moins de questions que des adultes. Donc pour eux, tout va bien. Bon, au bout d'un moment, on se comprend, c'est ce qui compte. Oui, et puis pour observer Liliana, par exemple, dans sa pratique, elle ne fait pas que leur parler, elle leur montre, elle a les mimiques faciales, elle a l'intonation, elle se met un peu en scène, et toujours pas parce qu'elle est dans son rôle, mais son souci, c'est d'être comprise, donc elle va y ajouter aussi toute une posture qui va favoriser la compréhension, quoi, voilà. Y a-t-il des nouvelles activités qui s'intègrent dans les classes d'année en année,
Quelle est la liberté des éducatrices dans leur capacité à innover dans le cadre d'une pédagogie Montessori? Et là, c'est le bonheur absolu. On a la liberté, pas la liberté absolue parce qu'on est une école Montessori, parce que nous, la pédagogie, la philosophie Montessori compte beaucoup, mais par contre, on peut créer le matériel tant qu'on veut, et vous pouvez visiter des écoles Montessori, il n'y a aucune classe qui se ressemble. On a le matériel qui est le même, mais chaque classe est différente parce qu'on y met de nous. Et on crée le matériel et on change le matériel, on change la disposition. Chaque année, on a les groupes différents et le matériel qui fonctionne super bien une année ne fonctionne pas l'année suivante, par exemple. Donc, ce côté-là, on a vraiment la liberté totale à expérimenter et faire les choses parce qu'on le fait pour les enfants. C'est vrai que nous avons une très belle liberté de pouvoir intégrer de nouvelles activités au sein de l'école. Par exemple, donc c'est vrai qu'après observation des besoins des enfants, de leur envie, de leur progression aussi, donc c'est là que les nouvelles activités arrivent. Par exemple, cette année, nous avons mis en place plus d'activités sur donc la connaissance découverte du monde, sur par exemple les ovipares et les vivipares, qu'il n'y a pas forcément dans le matériel de base, donc avec des petites cartes. Avec les enfants, on va faire des petits jeux, des petites activités où il va falloir essayer de deviner et de savoir est-ce que ce sont des animaux qui pondent des œufs ou des mammifères. Voilà, ils aiment beaucoup ce style d'activité à faire en petits groupes. Voilà, les vertébrés, les invertébrés. C'est vrai que la liberté de création est très très grande. Après, ce ne sont pas forcément des termes qu'on va utiliser pendant l'activité, et ce sont des mots qui viendront un petit peu plus tard, mais on va utiliser d'une manière un petit peu plus simple les mots. Voilà, et par exemple, dans notre classe, nous avons mis aussi en place cette année la création des planètes du système solaire, pour que les enfants puissent aussi mieux visualiser à quoi correspondent les planètes dans l'espace, ce qui n'est pas évident. Et puis, donc, par exemple, on peut aussi mettre des activités en place spécifiques à des enfants qui en ont plus particulièrement besoin. Par exemple, des enfants où il est difficile de s'adapter les premiers temps à l'école. Donc, ça peut être la mise en place d'une horloge avec des images qui représentent chaque étape de la journée. Donc une image du travail dans l'ambiance le matin, du déjeuner, de la sieste, de l'après-midi, pour aider l'enfant à trouver son rythme dans la classe. Et ce sont des activités qui bien souvent sont profitables aussi à beaucoup d'autres enfants par la même occasion. Moi, j'aimerais juste ajouter une chose, c'est que dans la pédagogie Montessori, il est question de faire confiance à l'enfant. C'est une loi naturelle à l'intérieur de lui qui gouverne en fait ses actions. Parfois la répétition de choses. Nous adultes, on dirait non mais attends, là il s'est déjà lavé les mains, pourquoi il le refait une 12e fois? Elles sont propres. Mais l'enfant, notamment entre 3, 4, 5 ans, il n'a pas la question de la finalité de l'activité comme objectif. C'est vraiment l'expérience. Donc voilà, vraiment l'idée, c'est que l'éducateur il fasse confiance à l'enfant et qu'il l'accompagne, qu'il le guide. Et nous, à 1, 2, 3, mon école, on pense que cette confiance que l'éducateur place en l'enfant, nous aussi, on doit le placer en l'adulte qui encadre l'enfant. Et que cette liberté d'action dans la mise en œuvre de la pédagogie, elle est très importante pour apporter justement de la créativité, de l'autostimulation, d'être toujours plus ajusté, adapté au regard des besoins de l'enfant. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui
déjà a été impulsé dès le départ, dès la création de l'école par Gauly, c'est-à-dire je te donne un cadre et un environnement préparé pour que tu puisses être la meilleure éducatrice ou le meilleur éducateur possible, et je te fais confiance, et toujours être au plus près des besoins des enfants, sachant que, comme tu disais, chaque année se suit et ne se ressemble pas. Donc agilité, capacité d'adaptation et créativité. Donc c'est vraiment quelque chose qu'on défend à l'école. Et je pense que Maria Montessori, qui était elle-même une chercheuse avant d'être une pédagogue, quand on est chercheur, on regarde l'objet de sa recherche et on s'adapte sans cesse et on fait évoluer son protocole au regard de l'expérience qu'on mène. Et bien, on est un peu une ruche ici, donc ça butine, ça cherche, ça voilà, beaucoup, mais c'est en mouvement et c'est pas figé. Je pense que Maria Montessori, elle serait contre le fait qu'on pratique sa pédagogie de manière fermée et rigoriste, parce que les enfants de Rome ou des périphéries italiennes au début des années 1900 sont pas nos petits Parisiens de Paris ou d'ailleurs, et on n'est pas dans la même époque. Voilà, donc s'adapter, c'est une grande clé, voilà. Une question donc très pragmatique. Comment préparez-vous les enfants à leur entrée en CP ? Puisqu'ici, on est une école, on accueille les enfants à partir de 2 ans et jusqu'à 6 ans. Et comment les enfants s'adaptent-ils au retour à un système plus classique ? Moi, j'ai commencé à exercer dans une classe 6-9. Et c'est vrai que je me posais des questions, surtout que là, c'était le passage au collège. Et j'avais des retours positifs. Mais c'est vrai, autant que jeune éducatrice, je m'inquiétais un petit peu. Sauf que les enfants s'adaptent beaucoup, beaucoup plus facilement que nous, surtout qu'ils ont une connaissance très large. Donc ils aiment bien des fois la facilité aussi. Et quand ils arrivent, par exemple d'ici, quand ils arrivent au CP, ils sont contents déjà parce que c'est pas difficile. La seule chose qui trouve difficile, c'est de rester assis. Mais je pense que c'est le cas de tous les enfants qui viennent d'une école maternelle. Rester assis pendant des heures, c'est pas évident. Et ils se posaient beaucoup de questions au début sur le fait de faire la même chose tous en même temps. Donc ça, c'est pas un problème, c'est simplement pas logique pour eux. Mais ils acceptent ça, mais ils arrivent quand même avec une confiance en soi, avec une réflexion qui est beaucoup plus mature qu'un enfant qui vient de l'école classique. Et je pense que ça facilite tout, parce qu'ils savent chercher les solutions. Ici, on leur fait confiance. C'est eux qui font le plus grand. Ils font le travail en réalité tout seuls. Nous, on les guide. Donc moi, j'ai jamais eu un retour négatif. Ça peut arriver qu'un enfant ne s'adapte pas bien dans une école, dans une structure, mais pas parce qu'il vient de Montessori. Il y avait une anecdote, oui, dans l'ensemble, les retours sont vraiment, vraiment très chouettes. Et les parents sont contents de nous donner des nouvelles. Ça veut dire déjà qu'il y a du lien et que le lien, il est là, il est présent. Une anecdote, c'est qu'un enfant s'est fait reprendre en début d'année parce qu'il s'est levé seul pour aller aux toilettes. Parce qu'ici, les enfants, on essaie de leur faire comprendre qu'ils ont des besoins et qu'ils peuvent les percevoir et qu'ils peuvent y répondre seuls. Donc ça, voilà, c'est une petite anecdote pour leur dire que dans certaines structures, on ne permet pas encore à des enfants de répondre de manière autonome à des besoins comme boire, comme aller aux toilettes ou autre. Donc là, c'est peut-être le système qui doit avancer. Peut-être que des enfants montessoriens qui vont rentrer dans des écoles plus traditionnelles, plus classiques, vont faire aussi bouger les choses. En tout cas, oui, les retours d'expérience sont positifs. Des enfants qui ont le goût d'apprendre et qui sont curieux parce qu'on a émoussé pas émoussé, ça veut dire le contraire, mais on a au contraire aiguisé cette curiosité pendant les années, quoi. Au contraire, on l'a nourri. Je pense qu'aussi derrière la question du CP, il y avait les questions des compétences. C'est-à-dire de savoir si, quand ils arrivent en CP, est-ce qu'ils ont les bases, en fait, comme en venant d'une autre maternelle? Est-ce que c'est différent? Je pense qu'il y a aussi il y avait cette question dans cette question.
si on peut le préciser un tout petit peu. Oui, ça c'était clair. Les enfants qui sont dans les écoles Montessori, déjà, ils sortent souvent avec une belle connaissance d'écriture, de lecture. En mathématiques, ils sont vraiment des champions. Parce qu'on fait les 4 opérations mathématiques ici déjà et on travaille avec les grands nombres. Ils sont très fiers. La lecture s'installe vers l'âge de 5 ans. L'écriture, c'est quelque chose qu'on travaille beaucoup avec le matériel. Au départ, on s'exerce, c'est pas encore des lettres qu'on fait, on trace, mais c'est vrai quand ils arrivent, ils ont quand même une grande connaissance. Ne parlons pas des connaissances en sciences, en zoologie. Ils connaissent tous les continents, ils connaissent tous les pays. Des fois, les parents, ils se sont un peu perdus parce qu'ils savent les placer, les puzzles de chaque continent. Ils savent faire à la perfection. Donc, je pense qu'ils arrivent quand même avec une connaissance beaucoup plus importante et plus solide parce que c'est eux qui ont fait vraiment ce travail d'apprentissage. Ce n'est pas quelque chose qui est inculqué et qu'ils vont oublier. Il y a aussi le matériel qui est un support formidable. Donc, c'est quelque chose qui est mémorisé. La mémoire, elle est dans les muscles aussi. Ils savent tracer, ils connaissent les formes de chaque pays. En ce moment, chez nous, ils tracent les oiseaux, donc ils peuvent se rappeler qu'un oiseau, il a des pattes, il a des ailes, parce qu'ils l'ont dessiné, ils l'ont touché. Et que tout cela est fait, et l'enfant a suivi son propre rythme. Voilà, on n'a pas poussé, on a essayé de respecter au maximum le fait que l'enfant il avait besoin d'aller à son propre rythme. Et même s'il y a une grande unité parmi tous les enfants dans les grandes phase d'apprentissage et de développement. Grosso modo, les enfants marchent à peu près au même âge, perdent leurs dents à peu près au même âge, etc. Il n'empêche que précisément dans les différentes facultés d'apprentissage, le langage, l'ordre, etc., chaque enfant a sa temporalité. Et c'est pas parce qu'un enfant, la première année, on a l'impression qu'il ne rentre pas dans les apprentissages, il n'est pas intéressé. En fait, peut-être qu'en observant, il apprend tout autant et qu'il a besoin de temps. Et c'est pas parce qu'un enfant apprend très vite qu'il est plus intelligent. Non. Et en fait, ce qui est, je pense, très agréable pour les enfants, c'est qu'on ne les brusque pas. Et si un enfant a besoin d'un peu plus de temps, il a le droit d'avoir un peu plus de temps. Ce ne sera pas écrit dans son CV et ça lui permettra surtout du moment où il rentrera dans l'apprentissage d'en être en plein désir de cet apprentissage. Et le moteur, il est à l'intérieur. Évidemment, il est poussé par les éducatrices, mais le moteur est toujours à l'intérieur. Et ça, c'est la plus belle chose qu'on peut leur transmettre pour que ça leur serve tout le long du chemin ensuite dans leurs apprentissages. Voilà. Donc, 1, 2, 3, mon école. Donc, c'est une école, donc, on a dit bilingue anglais-français, donc à partir de 2 ans, à pédagogie Montessori. Mais est-ce que vous avez d'autres choses dans vos poches? Alors, oui, parce que l'ouverture de cette école, c'est quelque chose auquel on tient, je crois qu'on l'aura compris. La pratique artistique, c'est quelque chose qui est central à l'école, parce que les enfants sont pleins de créativité, comme les grands, plus que les grands souvent. Et on a envie de leur offrir des supports régulièrement dans la semaine pour qu'ils puissent s'adonner à cela. Donc oui, la créativité des enfants, c'est quelque chose de très important à nourrir, à servir, à alimenter. L'ouverture culturelle par des sorties, tout ça, ça nous tient à cœur. Je crois qu'à la direction de l'école, nous avons toutes fait des études dans le champ artistique ou culturel. Ce n'est pas un hasard. Voilà. Une autre spécificité, c'est que évidemment la question de l'éducation, elle va de pair aujourd'hui avec la question du développement de l'enfant et de tout un corpus de connaissances qui sont accessibles et disponibles aujourd'hui autour du développement du cerveau de l'enfant, de tout de tous les apports des neurosciences.
dont on a pu largement parler sur une précédente conférence et qui nourrit le travail des éducatrices sur des formations continues où on fait intervenir des consultants, experts de petite enfance issus de différentes formations qui viennent nous apporter des connaissances, du contenu plusieurs fois dans l'année. Et un autre aspect aussi important de l'école, c'est que nous collaborons étroitement avec une psychologue clinicienne qui fait partie de l'équipe pédagogique et qui accompagne nos pratiques pour qu'on puisse avoir ce support-là, pour ne pas avoir de doute et pour que notre rôle aussi de protection de l'enfance, d'encadrement sur le plan psycho-affectif, on puisse aussi assurer ces missions-là, parce qu'elles font partie intégrante de notre boulot. Donc on a aussi des formations sur des mini-modules qui nous sont transmises par cette charmante personne et qui répondent exactement aux demandes des éducatrices sur des cas concrets. Donc là aussi, action-réaction. Et le but du jeu, c'est que les éducatrices, elles soient elles aussi de plus en plus autonomes dans ce qu'elles vont croiser comme situation. Voilà, après, on croit en la coéducation, on ne fait rien sans les parents, sans les familles, c'est sûr. Donc l'idée, c'est de pouvoir être dans des temps de transmission. Musique, art plastique, le sport aussi, tout à fait, la motricité globale des enfants, ça c'est aussi proposé sur le temps scolaire, chaque jour. La philosophie, on a accueilli Charles Pépin, qui est venu faire des petites causeries avec les enfants. C'était passionnant et en fait, on s'est rendu compte que les enfants de l'école avaient la même qualité de réponse que les étudiants en philosophie. Donc ça nous a beaucoup rassurés sur l'avenir. On a des enfants très, très en avance. Non, c'était pertinent pour lui de venir ici. En fait, parler avec des grands, c'est bien. Parler avec les enfants, ça l'intéressait un peu plus. Voilà, c'était enrichissant. On collabore avec une naturopathe, éducatrice santé qui vient 2 fois par an dans l'école parce que l'éducation à l'environnement, c'est pas du foin, on en a besoin. Et puis on doit progresser à plein d'autres endroits que je ne nommerai pas, mais on avance, on pousse nos lignes doucement mais sûrement, humblement. Vous n'avez pas parlé des activités en groupe. Vous avez beaucoup parlé de l'initiative de chaque enfant, mais j'imagine qu'il y a des moments. Et donc, ça m'intéresserait que vous les décriviez. Alors, des activités en groupe, bien sûr, il y en a dans la journée. On a certains moments de transition où les enfants vont être en groupe ou petits groupes. Et donc, c'est à ces moments-là où, par exemple, tout simplement pour commencer, on va plutôt partir du matin. Là, très souvent, on fait un cercle le matin. Donc ça veut dire qu'on se réunit tous autour d'un cercle et qu'on va par exemple parler de comment s'est déroulé notre week-end. Donc voilà, c'est un temps d'échange aussi entre les enfants, les éducatrices qui se racontent comment s'est passé leur week-end ou leur journée ou comment ils se sentent aujourd'hui. Les enfants ont la possibilité de ramener des livres ou même des objets qu'ils ont envie de nous montrer et d'expliquer à leurs camarades pourquoi cet objet a du sens pour eux et puis faire la démonstration à leurs copains. D'autres moments où on a pendant la journée, alors on a aussi les cours avec Sophie en musique, l'art avec Mélissa et puis les cours de sport avec Darif où donc les groupes sont partagés. Donc la moitié des enfants en sport, environ la moitié, et l'autre moitié qui reste en classe. Donc ce sont aussi des moments où on a des plus petits groupes et ce qui permet aussi aux enfants d'avoir un peu plus d'espace et puis la possibilité à nouveau de travailler, peut-être de refaire des petits groupes à nouveau de 3 où ça va être plus agréable dans une ambiance où il y a un petit peu moins de monde. Après, ça peut être aussi des temps au jardin. Oui, une chose importante qu'on n'a pas dit, c'est que le jardin peut être utilisé au moment où nous allons tous dehors, mais également utilisé pendant, par exemple, le temps des activités. Donc là, pareil, Liliana peut, par exemple, rester dans la classe avec les enfants. Et par exemple, moi, je vais être avec 4 enfants dehors et on va pouvoir faire une activité sur une des aires de développement.
Mais il y a aussi un travail en collectivité que les enfants décident simplement de travailler ensemble. Donc il y a la coopération. Et c'est quelque chose qui se fait assez souvent. Il y a des activités aussi en mathématiques, par exemple, quand ils travaillent ce qu'ils appellent la banque, ce qui est le travail d'addition. Il faut déjà qu'ils soient au moins 3. Et souvent, ils sont plusieurs, ceux qui viennent observer et qui commentent. Donc, ce travail s'organise aussi. C'est pas nous, on ne décide pas, c'est eux qui décident de travailler ensemble. Quelque chose qui me vient à l'esprit. Du coup, par exemple, également les plus grands qui peuvent faire des présentations aux plus jeunes. Et donc c'est là aussi qu'on voit qu'il y a beaucoup de liens qui se créent et que les plus grands sont très fiers de montrer aux plus petits et les plus petits très contents d'apprendre des plus grands. Ça passe des fois mieux que les maîtresses. C'est très efficace aussi. Et donc voilà, donc des moments de groupe et de partage. Oui, alors tout à fait, exactement. Je pensais aussi le fait qu'il y ait le mélange d'âge. Donc on accueille des enfants de 3 à 6 ans dans chaque ambiance. Donc ce qui fait qu'en fonction de l'âge, ils peuvent apprendre les uns des autres. Et donc oui, voilà, ça rejoint en effet le fait qu'ils s'apprennent des choses en fonction de leurs âges. Et ça arrive très souvent que, par exemple, un enfant de 4 ans fasse une activité et puis ses camarades du même âge, ou pas d'ailleurs, puissent venir observer ce qui se passe autour du tapis, regarder. Et on voit quand même très souvent que ça leur donne très envie de faire l'activité à leur tour. Et puis... donc ensuite, ils vont demander à leurs éducatrices s'ils peuvent avoir une présentation. Moi, j'ai une question concernant en fait un petit peu le langage Montessori. Vous avez un petit peu parlé que voilà, on disait pas, on ne court pas, mais on marche. Est-ce que c'est quelque chose qui est voilà très pris au sérieux? Jusqu'où en fait pouvez-vous aller dans la discussion? Enfin voilà. Là, je comprends un petit peu ce que vous demandez, mais on laisse l'enfant travailler librement s'il y a du sens dans ce qu'il fait. S'il construit quelque chose avec un tout rose, et ce n'est pas le tout rose, mais ça a du sens, oui. S'il jette les cubes, on l'arrête. Mais on essaye de rester positif. Le message est positif. On explique pourquoi, pourquoi on le fait pas. Il y a une explication. Si on fait, qu'est-ce qui se passe? On explique souvent que le matériel va servir même une fois qu'ils sont partis de l'école. Et ils prennent ça très, très au sérieux. Ils ont la conscience que c'est quelque chose qui a du valeur. Et donc, c'est un argument qui passe très facilement. En fait, c'est vrai que notre travail, c'est de les guider, en fait. Donc, de les aiguiller au mieux, voir comment on peut les aider au maximum, mais tout en respectant le fait qu'ils sont capables de faire tellement aussi par eux-mêmes. Et donc, de bien les observer, chacun, avec chacun le fait qu'ils soient uniques, tous. Et apprendre à les connaître au mieux pour savoir quand intervenir ou pas. Et bien sûr qu'il y a des règles, mais on essaye aussi de s'adapter au maximum à la personnalité, au caractère des enfants. On essaie d'avoir une classe donc où on est tous ensemble, où on est un groupe. Et à la fois d'avoir des moments avec chaque enfant où on peut être en présentation. On joue vraiment sur ces deux facteurs-là. Et j'aimerais peut-être ajouter juste une dernière chose, c'est que nous, les adultes, on essaie de comprendre le sens que ça a. C'est-à-dire que la question de l'approche positive, c'est pas parce que c'est à la mode et qu'aujourd'hui on te dit si tu veux être un bon parent, il faut que tu parles comme ça, tout ça.
c'est que surtout, on comprend ce que ça fait de réfréner une pulsion chez un enfant à partir du moment où c'est pas une pulsion destructrice, mais les pulsions, elles sont moteurs chez l'enfant, elles sont moteurs d'apprentissage. Un message négatif répété, ça induit un climat aussi, et que ce climat, on sait que si l'enfant il grandit dans un climat qui est plutôt négatif, ça va avoir une influence sur le développement de son cerveau, sur la question de la confiance avec l'adulte, sur la question du message clair, Donc, et encore, ce que je vous dis, c'est un peu pêle-mêle, mais du fait d'avoir un accompagnement par des professionnels de la santé, par des chercheurs du CNRS comme José de Serres, qui est venu à l'école, qui a 70 ans à peu près, qui devrait être en retraite. Non, elle continue à venir dans les écoles, elle continue à nous parler du développement du cerveau des enfants et de nous faire prendre conscience que parler au second degré à un enfant de 3 ans, c'est un non-sens. Pas parce que l'enfant il fait pas d'efforts, mais parce que tout simplement son cerveau n'est pas en capacité de comprendre le double sens d'un message, même si pour nous ça nous fait peut-être un peu rire, parce que non, il faut cette rigueur-là. Donc parce que nous-mêmes les adultes, on a conscience des enjeux qui sont derrière. C'est en ça que, oui, c'est ce que je disais un peu entre nous en aparté au début, c'est qu'on fait des choses très sérieuses, mais on ne se prend pas au sérieux, donc ça peut-être n'a pas l'air, mais en fait on fait des choses très sérieuses, et on essaye surtout nous-mêmes d'avancer en conscience. Parce que c'est là où la clé réside, c'est nous les adultes. Les enfants, ils prennent modèle sur l'environnement, mais l'environnement, c'est aussi les personnes qui le font vivre, cet environnement. Donc on sait qu'on est avec vous, les parents, parce qu'on est dans le même bateau, avec des degrés de responsabilité un peu différents, bien évidemment, mais on est les premiers modèles de nos enfants. Et ce qu'elle disait, Maria Montessori, ne pas répéter les schémas d'éducation, de violence ordinaire dans l'éducation et dans tous ces enjeux de transmission. Voilà, nous, on travaille sur nous-mêmes, on se met au même niveau, les éducatrices, le bureau, parce on partage tous cette chose-là. Et on avance en conscience, voilà, autant que l'on peut, avec nos limites, nos casseroles, nos histoires. L'école est une micro-société. Voilà. Tu veux ajouter quelque chose ? J'ai parlé avec ma collègue ce soir, juste avant la réunion, et on s'est dit qu'on se remet en question en permanence. Et c'est très difficile. C'est très difficile, surtout quand vous êtes en difficulté devant un enfant. Mais je pense le jour où je vais plus me remettre en question, je vais arrêter ce métier. Parce que c'est tellement vivant, il y a tellement d'émotions. Vous ne pouvez pas faire les choses sans faire des erreurs. Mais ce qui est beau, c'est de se remettre en question et de parler avec vos collègues, avec votre binôme. De chercher la meilleure solution pour les enfants. Je pense que c'est quelque chose qu'on voit beaucoup plus dans les écoles Montessori que dans l'enseignement classique. En tout cas, moi, quand j'ai travaillé dans l'enseignement classique, j'ai eu l'occasion quelquefois de tomber sur les éducateurs et sur les professeurs qui ont cette sensibilité et qui n'ont pas peur de se remettre en question, mais c'était très rare. Ici, c'est quelque chose, c'est comme un exercice. On le fait régulièrement. Peut-être pour conclure, c'est elle qui m'a inspirée, c'est pas moi qui le pense du tout. Plutôt que de faire pour les enfants, on essaye de faire avec. Voilà. Et je pense que la posture, elle est... moi, je suis au même niveau qu'Ariane. Un peu plus, allez, parce que j'ai un peu plus grande, mais j'ai pas plus de valeur qu'elle. Elle sait plein de choses que moi je ne sais pas, et vice-versa. Mais en tout cas, elle a beaucoup de choses à m'apporter, au même titre que moi j'ai des choses à lui apporter. Et en tout cas, on est toujours dans ce rapport individuel avec les grands, avec vous et avec les enfants. Faire ensemble, faire avec. Je crois que c'est... voilà. Et la dernière chose que je voulais ajouter, c'est que Maria Montessori au XXIe siècle, en 2020, on est en retard, quoi. On peut encore continuer à aller largement dans son sens. On peut se nourrir de plein d'autres choses aussi, parce que sinon c'est pas intéressant. Mais on a encore du boulot. Voilà. C'est une question un petit peu difficile à formuler, qu'il faudrait que j'arrive à nuancer.
Donc essayez de... donc il y a plein de choses que j'ai comprises, mais malgré tout, sur le fait qu'il faut faire des choses au feeling, mais la question c'est, est-ce que malgré cette grande liberté, cette autonomie, y compris pour les profs, il y a une part de checklist ou de... Voilà. Et donc, voilà, la réponse derrière. Et je vais me poser une question encore plus précise sur ce qu'on reçoit à la fin de l'année. Voilà, on le reçoit une fois. Est-ce qu'il pourrait y avoir d'autres fois ou... En tout cas, quelle est la documentation qui vous sert à vous au suivi individuel, peut-être des enfants ou de la dynamique de groupe? Je reviens à ma première question. Éventuellement, du côté de la direction, de comment ça se passe dans les différentes ambiances. Voilà. Comment est-ce que vous avez un support qui vous aide à... Voilà, Mais il y a plusieurs supports. Il y a le matériel des éducatrices dans le suivi des enfants. Chaque enfant fait l'objet d'une place dans un classeur plutôt que d'une pochette, plutôt que d'un outil spécifique de suivi. On note exactement, rigoureusement, tout le matériel qui est présenté aux enfants. On note si le matériel est maîtrisé, acquis par l'enfant ou pas, en cours d'acquisition. On note s'il a été présenté en anglais, s'il a été présenté en français. Donc tout cela est renseigné. Ensuite, on note aussi les éducatrices planifient les activités successives qu'elles souhaitent présenter à l'enfant en fonction de ce qu'elles observent du développement de l'enfant et de sa progression. Ensuite, tout cela est renseigné dans un livret qu'on a dématérialisé cette année, donc c'est récent. Sinon, les parents partaient avec un livret papier dans lequel il y avait la photographie d'un exemplaire de chacune des activités de toute l'ambiance. Et donc, au fur et à mesure des 3 années, le parent pouvait vraiment suivre toutes les activités que l'enfant avait réalisées et savait maîtriser dans sa scolarité. Désormais, cela est dématérialisé. Donc aujourd'hui, il y a un espace électronique qui existe, qui va sûrement avoir des améliorations, mais dans lequel on a aussi répertorié tout ce matériel-là. Ceci est ensuite téléchargeable au format PDF pour pouvoir avoir un exemplaire, un support papier, pour suivre aussi l'enfant dans sa scolarité, si besoin est. Mais cette question-là du suivi en fait rigoureux des enfants, elle est fondamentale parce que observer, clairement, on ne peut pas s'appuyer sur le bon vouloir de notre mémoire parce que bien évidemment, avec tout ce qui se passe dans une journée, c'est pour ça que même le matin à l'accueil, quand vous nous dites au fait ce soir, vous nous envoyez un petit mail s'il vous plaît, parce qu'en fait le cerveau, compte tenu de toute l'activité foisonnante de la journée, c'est pour ça que chaque éducatrice écrit à l'issue de sa journée, pendant sa journée. Après, chacune a sa manière et son approche personnalisée, on va dire. Mais cela est un point très important, le suivi et la planification pour chaque enfant. Dans notre souci d'amélioration, qui est le nôtre, on aimerait peut-être encore plus rendre compte du travail des enfants auprès des parents. Il y a les temps de rencontre individuels qui permettent effectivement de rentrer dans cette qualité-là, qualité qui n'est pas toujours possible sur un papier ou que ce soit électronique ou pas d'ailleurs. Mais voilà, en tout cas, oui, c'est omniprésent. Oui, les parents ont besoin de suivre et de comprendre dans le concret. Et oui, en tout cas, ça a lieu et c'est renseigné à des endroits spécifiques. Et on explique quelle est l'approche, comment se lie un livret d'activités. On présente les activités qui sont maîtrisées par l'enfant. Voilà, l'idée, c'est pas de perdre le parent dans la foultitude de ce qui est présenté dans une classe, c'est d'exposer. Voilà, si on peut associer ça à des photos de réussite de l'enfant en train de faire son activité, c'est super. Et puis si c'est pas le cas, tant pis, parce que c'est pas c'est pas que ça qui compte. Mais oui, il y a un suivi rigoureux. Je sais pas si ça répond. Alors, j'en ai pas encore parlé parce que c'est en train mais on m'invite à le faire. Donc, oui, j'en ai parlé, ça, de la formation continue des éducatrices, c'est très important. Et on est en train de travailler depuis plus d'1 an à une accréditation, une certification par justement le Montessori Center International. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ces gens-là très vigilants et très bienveillants en même temps, on a réalisé avec eux une espèce d'audit de nos pratiques professionnelles. Ça va très loin dans la lecture de notre fonctionnement et de notre travail, de nos tâches.
Et en fait, eux nous apportent un regard extérieur, viennent observer nos pratiques professionnelles, nous font un feedback et nous permettent d'ajuster nos approches pour qu'on soit au mieux de ce qu'on peut apporter aux parents, au mieux de ce qu'on peut évidemment apporter aux enfants. Voilà. Ensuite, on nous a donné, transmis des moyens de faire de l'intervision, c'est-à-dire deux collègues entre elles vont observer leurs pratiques et chercher ensemble à répondre à une difficulté qu'elles peuvent rencontrer avant de faire intervenir une tierce personne. Voilà, ça c'est quelque chose qu'on met en place et qu'on développe dans l'école parce qu'on a plein de compétences nous-mêmes. Donc l'extérieur c'est bien, mais déjà aussi et continuer à faire vivre les compétences de l'intérieur, c'est aussi quelque chose qu'on doit continuer de faire vivre. Voilà. Mais MCI c'est un gros sujet très beau et c'est vraiment le tuteur Montessori. Il y a les tuteurs développement de l'enfant, le tuteur Montessori, le tuteur pédopsie, voilà, et on avance ensemble. Sur ces différents tableaux qui font l'école. Voilà. Merci à vous tous. Merci Léa Sorli d'avoir organisé cette conférence. Léa Sorli qu'on ne présente jamais, mais Léa Sorli, elle est directrice de la vie extrascolaire à 1, 2, 3 Mon École. C'est elle qui a écrit toutes les questions avec la complicité des parents et qui a presque écrit les réponses. Pas du tout. Mais voilà, Léa, elle est aux manettes de toute la vie extrascolaire, du recrutement de toutes les personnes très talentueuses qui proposent les ateliers aux enfants. Elle est aux manettes du développement digital de l'école. Elle fait plein de choses brillantes. Et puis tout le reste aussi, parce qu'on est tous interchangeables, on sait tous tout faire, même marcher sur les mains. Messieurs, mesdames, 1, 2, 3, Mon École.